Cet animal vit dans un bois sur 2 en France et vos enfants le ramassent à main nue. Pourtant, sa peau sécrète une neurotoxine. Que se passe-t-il si elle entre en contact avec une muqueuse? Presque personne n'en parle. Salut, ici Jacques Prévost et bienvenue sur Monde Sauvage, la chaîne où l'on regarde la nature qui nous entoure comme la plupart des gens ne la connaissent pas. Aujourd'hui, on va parler d'un animal que vous croisez dans les forêts françaises peut-être plus souvent que vous ne le pensez. Un animal qui a l'air d'avoir été dessiné par un enfant au crayon de couleur. Un animal qui porte sur lui des couleurs d'avertissement. Mais la plupart d'entre nous ignorent cet avertissement. Je parle de la salamandre tachetée, aussi appelée salamandre terrestre, de son nom scientifique Salamandra salamandra. Et croyez-moi, après cette vidéo, vous ne la regarderez plus jamais de la même façon. Imaginez la scène. On est en octobre, un week-end, au petit matin, après la pluie. L'air sent la terre mouillée et les feuilles mortes. Vous êtes parti en famille aux champignons, quelque part dans les Vosges, dans le Massif central, ou peut-être simplement dans ce petit bois en périphérie de la ville où vous promenez le chien. Vous marchez sur le sentier, la boue clapote sous vos pieds, des gouttes brillent partout sur les feuilles, des toiles d'araignée couvertes de rosée. Et puis vous le voyez, sur le chemin, en plein milieu du sentier battu, une petite créature noire aux taches jaunes vifs. Elle ne bouge pas très vite, plutôt lentement, avec une certaine dignité, comme si le passage des gens ne la dérangeait absolument pas. Votre enfant se précipite, s'accroupit et la ramasse. Il la tient dans ses mains, vous la montre et dit « Regarde maman, comme elle est belle !» Et vous souriez parce qu'elle est effectivement magnifique. Peut-être la prenez-vous en photo pour Instagram, peut-être la reposez-vous délicatement sur le sol et continuez votre chemin. Cette scène se répète des milliers de fois chaque automne dans les forêts françaises, et la plupart des gens n'ont absolument aucune idée que l'animal que leur enfant vient de tenir à main nue sécrète activement du poison par sa peau. Je ne parle pas d'une simple irritation légère, je ne parle pas d'une réaction allergique. Je parle de véritables alcaloïdes neurotoxiques capables de paralyser le système nerveux d'un prédateur. Et maintenant, posez-vous la question, combien d'entre vous le savaient ? Combien d'entre vous ont déjà entendu dire que cet amphibien lent et à l'air sympathique, que vous ramassiez vous-mêmes enfants, est en réalité venimeux? Reprenons tout depuis le début. De façon scientifique et sans panique inutile, mais aussi sans minimiser quoi que ce soit. Un poison bien réel, la salamandre tachetée est le plus grand amphibien urodèle terrestre d'Europe centrale et occidentale. Un adulte atteint généralement une longueur de 20 à 25 cm, bien que des spécimens dépassant 30 cm aient été exceptionnellement observés. Son corps est lisse, brillant, recouvert d'une peau noire ornée de taches jaunes ou orangées bien marquées. Ce motif n'a rien d'aléatoire, ce n'est pas une simple décoration. En biologie, on parle de coloration aposématique, c'est-à-dire une coloration d'avertissement. C'est un signal visuel qui envoie un message clair à tout prédateur potentiel « Ne me touche pas, ça ne vaut pas le coup ». Et c'est là qu'on entre dans le vif du sujet. Pourquoi cette couleur d'avertissement est justifiée? La peau de la salamandre tachetée contient des glandes spécialisées qui produisent un mélange d'alcaloïdes toxiques. Les deux principaux, les plus documentés dans la littérature scientifique, sont la samandarine et la samandaridine. Ces substances appartiennent à la famille des alcaloïdes stéroïdiens et leur effet sur le système nerveux est relativement bien étudié. La samandarine agit comme une neurotoxine. Lorsqu'elle pénètre dans l'organisme d'un prédateur, typiquement via la muqueuse buccale, s'il tente de mordre ou d'avaler la salamandre, elle attaque le système nerveux central. Elle provoque des convulsions, perturbe la coordination des mouvements et à des doses plus élevées peut entraîner la paralysie des muscles respiratoires. Pour un petit mammifère, comme une musaraigne ou une souris, le contact avec la samandarine peut être mortel. Pour un prédateur plus grand, comme un renard ou une martre, c'est au minimum une expérience extrêmement désagréable dont il se souviendra toute sa vie. Et c'est exactement le but de tout ce système. Car la salamandre n'utilise pas son venin pour attaquer. Elle n'a pas de crochet venimeux, pas de dard, aucun mécanisme pour injecter activement son poison dans une proie ou un ennemi. Son système de défense est passif. Les glandes de sa peau produisent une sécrétion toxique en permanence et de manière accrue lorsque la salamandre est stressée, lorsqu'elle est saisie, lorsqu'elle sent une pression sur son corps. Quand un prédateur la saisit dans sa gueule, la première chose qu'il ressent, c'est un goût amer et brûlant. La plupart des animaux la recrachent aussitôt, et ceux qui n'y parviennent pas en paient le prix par des convulsions et de fortes nausées. D'un point de vue évolutif, c'est une stratégie brillante,
La salamandre est lente, elle ne peut pas fuir. Elle n'a pas besoin de se défendre par la force, et pour cause, son venin et sa coloration d'avertissement garantissent que la plupart des prédateurs la laissent tranquille. Et ceux qui l'essaient une première fois retiennent cette combinaison jaune-noir et l'évitent par la suite. C'est un exemple d'école de mimétisme müllerien combiné à l'aposématisme. Et chez l'humain, mais qu'en est-il chez l'être humain? Que se passe-t-il si vous touchez une salamandre tachetée à main nue? Il faut ici être précis et honnête, car sur Internet, on trouve deux réactions extrêmes. L'une affirme que la salamandre est totalement inoffensive et qu'on peut la caresser tranquillement. L'autre prétend qu'elle est mortellement dangereuse et qu'il faut appeler les secours au moindre contact. La vérité, comme souvent, se trouve entre les deux. Si vous touchez une salamandre avec une peau saine et intacte sur la main, dans l'immense majorité des cas, il ne se passe strictement rien. La concentration de toxines à la surface de son corps est trop faible pour pénétrer une peau humaine intacte en quantité suffisante pour avoir un effet systémique. Vous ressentirez peut-être un léger picotement, peut-être rien du tout. Mais le problème survient lorsque, après avoir touché la salamandre, vous portez la main à vos yeux, à votre nez ou à votre bouche. Les muqueuses sont en effet beaucoup plus perméables que la peau, et la toxine peut les traverser pour pénétrer dans l'organisme. Quand la samandarine entre en contact avec la muqueuse oculaire, elle provoque une forte sensation de brûlure, des rougeurs, un larmoiement et dans certains cas une conjonctivite temporaire. Si elle atteint la bouche, elle peut engourdir la langue et les lèvres, provoquer des nausées et dans des cas extrêmes des vomissements. Des cas sont documentés où des personnes, après avoir manipulé une salamandre, se sont frottés les yeux et ont passé les heures suivantes avec une inflammation douloureuse ayant nécessité un rinçage et des soins médicaux. Et maintenant, imaginez que cela arrive à un enfant de 3 ans qui a ramassé la salamandre, l'a peut-être même léchée, comme les jeunes enfants le font avec tout ce qu'ils trouvent, puis s'est frotté les yeux. Pour un adulte, le contact avec une salamandre est un désagrément qui se règle par un lavage soigneux des mains. Pour un jeune enfant, cela peut devenir un traumatisme associé à plusieurs heures de brûlure oculaire et de pleurs. Et c'est précisément la raison pour laquelle j'en parle. Pas pour semer la panique, mais pour que vous sachiez quoi faire et quoi éviter. La règle est simple, observez la salamandre, photographiez-la, admirez-la, mais ne la ramassez pas. Et si, malgré tout, vous devez la prendre en main, par exemple pour la déplacer d'une route où elle risquerait de se faire écraser, lavez-vous ensuite soigneusement les mains à l'eau et au savon et ne touchez pas votre visage. C'est tout. Pas de premier secours dramatique, pas d'antidote, pas d'appel aux urgences. Juste du bon sens et une hygiène de base. Un danger méconnu pour les chiens. Je viens de parler des enfants, alors parlons maintenant d'un autre membre de la famille qui est plus exposé que la plupart des propriétaires ne l'imaginent. Les chiens. Les chiens sont des animaux curieux. Quand ils croisent, en promenade en forêt, une créature lente et à l'aspect étrange, leur premier réflexe est de s'approcher, de la renifler et souvent de la lécher ou de la prendre dans la gueule. Et c'est exactement dans ce genre de situation que le système de défense à base de samandarine de la salamandre s'active pleinement. Des cas vétérinaires documentés existent où un chien a léché ou mordillé une salamandre tachetée et a ensuite présenté des symptômes d'intoxication. Salivation excessive, agitation visible, tremblement musculaire, désorientation et parfois vomissement. La plupart des chiens s'en remettent en quelques heures, sans séquelles durables, mais pour les petites races ou les chiots, la dose de toxine peut être relativement plus élevée par rapport à leur masse corporelle. Les vétérinaires recommandent, si vous savez ou soupçonnez que votre chien a été en contact avec une salamandre, de lui rincer immédiatement la gueule à l'eau claire et de le surveiller. Si les symptômes s'aggravent ou persistantes, consultez un vétérinaire. Essayez maintenant d'imaginer combien de chiens croisent chaque année, à l'automne, une salamandre en forêt. Et combien de ces cas ne sont même jamais rapportés à un vétérinaire parce que le maître n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Le chien tremble, bave, le propriétaire pense qu'il a mangé un champignon, et pendant ce temps, l'organisme du chien règle le problème lui-même en quelques heures. Il n'existe tout simplement pas de statistiques sur le sujet, car la grande majorité des contacts se produisent à l'insu de l'humain. Le mythe de la salamandre et le feu bon, nous venons de couvrir les faits sur le venin et les risques. Mais l'histoire de la salamandre tachetée est bien plus ancienne et bien plus étrange que la toxicologie moderne. Plongeons dans l'histoire, dans le monde des mythes et des superstitions qui accompagnent cet animal depuis des millénaires.
L'une des croyances les plus anciennes et les plus répandues à son sujet est qu'elle survit au feu, qu'elle peut traverser les flammes sans en être blessée. Cette croyance a au moins 2500 ans. On la retrouve chez Aristote, chez Pline l'Ancien, dans les bestiaires du Moyen-Âge et dans les textes alchimiques de la Renaissance. La salamandre était le symbole du feu, un esprit élémentaire de la flamme, une créature qui vit dans le feu et s'en nourrit. D'où vient cette croyance ? L'explication est en réalité assez simple. Les salamandres tachetées se cachent souvent dans du bois mort humide en décomposition, dans des bûches creuses, sous l'écorce d'arbres tombés. Quand un villageois médiéval rapportait du bois de la forêt et le jetait dans son âtre, il arrivait qu'une salamandre cachée à l'intérieur en jaillisse. Pour quelqu'un qui ne comprenait rien à la biologie, cela ressemblait à une créature née des flammes elle-même, et c'est ainsi que le mythe est né. En alchimie, la salamandre est devenue le symbole de la pierre philosophale, de la transformation et de l'immortalité. En héraldique, elle apparaissait sur des blasons et des emblèmes, souvent représentés au milieu des flammes. Le roi de France, François Ier, avait fait de la salamandre son emblème personnel, accompagné de la devise Nutrisco et Extingo, je m'en nourris et je l'éteins, censée symboliser sa capacité à surmonter toute adversité. On peut encore aujourd'hui admirer ce symbole royal au château de Chambord et dans plusieurs autres châteaux de la Loire. Dans certaines régions rurales de France, la salamandre avait une réputation un peu différente. On croyait parfois que sa rencontre portait malheur, qu'elle annonçait la maladie ou la mort dans la maison. D'autres superstitions l'associaient à la sorcellerie, à la magie noire et aux empoisonnements. Quand on sait que sa peau contient réellement du poison, on comprend mieux pourquoi les gens l'apercevaient comme quelque chose de dangereux et de surnaturel. Les recettes médiévales, ou plutôt ce qui se faisait passer pour telles, utilisaient parfois la salamandre comme ingrédient dans toutes sortes de potions. Certaines étaient censées soigner, d'autres tuer. Salamandre séchée, poudre de salamandre, huile de salamandre, tout cela apparaît dans des textes historiques du XIVe au XVIIe siècle. Évidemment, aucune de ces recettes ne fonctionnait comme promis, mais le simple fait que la salamandre y figure si souvent montre à quel point cet animal était profondément ancré dans l'imaginaire populaire. L'une des croyances les plus étranges affirmait que si l'on jetait une salamandre dans du lait, celui-ci tournerait et que la vache qui l'aurait produit tomberait malade. Une autre prétendait que si l'on enterrait une salamandre sous le seuil d'une maison, cela protégerait le bâtiment des incendies, étrange mélange de peur et de vénération dans un même geste. Et il y avait aussi la croyance selon laquelle la salamandre pouvait éteindre le feu avec son propre corps, tant elle était froide et humide, faisant simplement s'éteindre les flammes à son contact. Pline l'Ancien écrit dans son Histoire naturelle que la salamandre est si froide qu'elle peut éteindre le feu par simple contact. Bien sûr, ce n'est pas vrai, mais imaginez un monde sans internet, sans encyclopédie, où vos connaissances sur la nature proviennent des récits de votre grand-père et des sermons du curé. Dans un tel monde, la salamandre du feu prend tout son sens. Et vous savez ce qui est fascinant ? Cette croyance a survécu incroyablement longtemps. Encore au XIXe siècle, à l'époque où Darwin publiait sur l'origine des espèces et où la chimie et la biologie savaient depuis longtemps ce qu'était réellement une salamandre, on trouve dans les archives populaires de certaines campagnes françaises des mentions selon lesquelles la salamandre ne brûle pas dans le feu. Le pouvoir du mythe est plus fort que celui des faits, et cela reste vrai aujourd'hui. Où la trouve-t-on en France ? Mais revenons à l'histoire, et retournons au présent. Où exactement la salamandre tachetée vit-elle en France, et quelle est la probabilité que vous en croisiez une ? Je risque de vous surprendre ici. La salamandre tachetée n'a rien d'une rareté. Son aire de répartition couvre une grande partie du territoire français, à l'exception des régions les plus sèches et méditerranéennes les plus arides. On la trouve dans les Vosges, en forêt noire côté frontière, dans le Jura, dans le Massif central, dans les Cévennes, dans les Pyrénées, en Normandie, en Bretagne, dans les Ardennes, en forêt de Fontainebleau et dans de nombreux massifs boisés d'Île-de-France. Mais attention, il ne s'agit pas seulement de montagnes et de forêts reculées. La salamandre tachetée vit aussi dans les bois feuillus et mixtes à proximité de villes et villages ordinaires, dans des endroits où la plupart des gens ne s'attendraient absolument pas à la croiser. La clé de sa présence, ce n'est ni l'altitude ni la distance à la civilisation, c'est l'humidité. La salamandre a besoin d'un environnement humide, idéalement une forêt feuillue ou mixte riche en bois mort, en pierre, en feuilles en décomposition et à proximité d'un cours d'eau.
Elle a besoin de petits ruisseaux ou de sources où les femelles déposent leurs larves, car contrairement à la plupart des amphibiens, la salamandre ne pond pas d'œufs dans l'eau. La femelle met bas des larves vivantes directement dans une eau peu profonde, propre, froide et courante. C'est en soi une adaptation fascinante qui la distingue des grenouilles et des tritons. La salamandre est un animal nocturne. Le jour, elle se cache sous des pierres, des troncs, dans des terriers de rongeurs, dans des fissures rocheuses, bref, partout où il fait sombre et humide. Elle sort à la tombée de la nuit ou après la pluie. Et c'est précisément cette seconde condition qui explique pourquoi on la croise le plus souvent en automne et au printemps, pendant les périodes pluvieuses, quand elle quitte son abri après une averse et se déplace lentement sur les chemins forestiers. C'est à ce moment-là qu'elle est la plus visible. C'est là que vous la croiserez sur un sentier, sur une route, dans un jardin, en lisière de forêt. Une espèce strictement protégée. Et voici un point important. La salamandre tachetée est une espèce strictement protégée en France. Elle est inscrite sur la liste des espèces protégées au titre de l'arrêté du 19 novembre 2007, pris en application du Code de l'environnement. Cela signifie qu'il est interdit de capturer, de détenir, de transporter, de vendre, d'acheter et bien sûr de tuer une salamandre. La destruction de son habitat est également interdite. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? Si vous trouvez une salamandre sur un chemin et que vous voulez la mettre en sécurité, vous vous trouvez techniquement à la limite de la légalité. La loi l'interdit formellement, mais dans la pratique, c'est considéré comme un geste de sauvetage lorsque l'animal est menacé, par exemple par une voiture qui passe. En revanche, vous ne pouvez absolument pas ramener une salamandre chez vous, la mettre dans un terrarium et la garder comme animal de compagnie. La détention non autorisée d'une espèce strictement protégée est passible, en France, d'une amende pouvant aller jusqu'à 150 € et d'une peine d'emprisonnement pour les cas les plus graves, conformément au Code de l'environnement. Et pourtant, cela arrive. Sur les forums internet et les réseaux sociaux, on trouve des publications de personnes ayant ramené une salamandre de la forêt, l'ayant installée dans une boîte avec de la mousse humide et demandant ce qu'il faut lui donner à manger. La plupart d'entre elles n'ont même pas conscience d'enfreindre la loi. Elles ne savent pas non plus qu'une salamandre en captivité, sans les bonnes conditions de température, d'humidité et d'alimentation, dépérit et meurt très rapidement. La salamandre n'est pas un animal qui a sa place dans votre salon. Elle appartient à la forêt, à ce sentier humide, sous cette pierre retournée. Et la seule bonne façon d'en profiter, c'est de l'observer là où elle vit, et de la laisser tranquille. D'ailleurs, si ce contenu vous plaît, si vous voulez en savoir plus sur les animaux qui vivent tout près de chez vous, ceux que vous croisez sans presque rien savoir d'eux, abonnez-vous à la chaîne Monde Sauvage et activez la cloche pour ne rater aucune prochaine vidéo. Ici, on essaie de regarder la nature qui nous entoure autrement, de façon rigoureuse, scientifique, mais aussi accessible et intéressante. Et vos abonnements et vos likes nous aident bien plus que vous ne le pensez. Continuons. Reproduction et longévité. Nous avons vu où vit la salamandre. Nous avons vu qu'elle est protégée. Mais regardons maintenant quelque chose que la plupart des gens ignorent à son sujet, et qui est, selon moi, l'un des aspects les plus fascinants de cet animal, sa reproduction et son cycle de vie. La salamandre tachetée atteint un âge relativement avancé. Dans la nature, elle vit couramment entre 10 et 20 ans. En captivité, des cas documentés font état d'individus ayant dépassé 30 ans. Certains auteurs mentionnent même des âges dépassant 40 ans, bien que ces chiffres soient à prendre avec prudence, mais même ainsi, c'est une longévité remarquable pour un amphibien. À titre de comparaison, une grenouille commune vit dans la nature entre 5 et 8 ans. La femelle porte les embryons dans son corps relativement longtemps, généralement entre 10 et 12 mois, selon les conditions climatiques. Quand vient le moment de mettre bas, elle recherche un ruisseau peu profond et propre, à l'eau fraîche, et y dépose ses larves vivantes. Elles peuvent être entre 20 et 70, parfois plus. Les larves possèdent des branchies externes, ressemblent un peu à de petits tritons, et passent plusieurs mois dans l'eau avant de subir leur métamorphose et de prendre leur forme terrestre. Elles quittent ensuite l'eau et commencent leur vie sur Terre, cachées sous les pierres et le bois, où elles passeront l'essentiel de leur existence. Fait intéressant, les salamandres sont fidèles à leur territoire. Un adulte occupe un domaine vital relativement restreint, souvent seulement quelques dizaines de mètres carrés, et retourne aux mêmes endroits année après année. On connaît des cas de salamandres ayant utilisé le même abri, sous la même pierre, pendant 10 ans ou plus consécutivement.
Cette fidélité au lieu est l'une des raisons pour lesquelles il est si important de protéger non seulement la salamandre elle-même, mais aussi son habitat. Si vous abattez une forêt, si vous retirez le bois mort, si vous comblez un ruisseau ou asséchez une zone humide, vous ne détruisez pas seulement un environnement, vous détruisez le foyer d'individus précis qui y vivaient depuis des décennies. Et j'aimerais dire quelque chose de personnel ici. En me plongeant dans ce sujet, j'ai réalisé à quel point je connaissais mal la salamandre, alors même que je la croisais régulièrement en forêt quand j'étais enfant. Je savais qu'elle était noire et jaune, je savais qu'elle était lente, je savais qu'elle vivait en forêt, mais je ne me doutais pas qu'elle était venimeuse. Je ne me doutais pas qu'elle vivait des dizaines d'années. Je ne me doutais pas qu'elle mettait bas des larves vivantes. Et surtout, je ne me doutais pas que cet animal, que je prenais dans mes mains enfant, est l'un des amphibiens vivants les plus anciens et les plus primitifs d'Europe. Le genre Salamandra existe dans les archives fossiles depuis des dizaines de millions d'années. Cet animal marchait sur Terre avant même l'apparition des mammifères modernes, et il se trouve maintenant sur un chemin dans le bois derrière votre ville, et vous manquez presque de marcher dessus sans vous douter du morceau d'évolution extraordinaire que vous avez sous les pieds. Une molécule qui intéresse la recherche médicale, mais revenons au poison, car il y a encore une dimension dont nous n'avons pas parlé, la dimension scientifique. La samandarine et les autres alcaloïdes produits par la salamandre ne sont pas que des substances défensives. Pour la science moderne, ce sont des molécules potentiellement précieuses. La recherche sur les alcaloïdes d'amphibiens est l'un des axes fascinants de la pharmacologie et de la biochimie actuelle. Les chercheurs étudient ces substances comme modèles potentiels pour le développement de nouveaux médicaments, notamment dans le domaine des analgésiques, c'est-à-dire des médicaments contre la douleur et de la neurologie. Pourquoi ? Parce que la samandarine possède un mécanisme d'action unique sur le système nerveux. Elle interagit avec certains récepteurs des membranes cellulaires d'une manière différente de la plupart des médicaments connus. Et pour la recherche pharmaceutique, chaque nouveau mécanisme d'action a de la valeur, car il ouvre la voie à des traitements susceptibles de fonctionner là où les médicaments existants échouent. Ce n'est pas de la science-fiction, cela se produit réellement. Des équipes de recherche dans des universités européennes et ailleurs étudient les alcaloïdes des amphibiens, dont la samandarine, et explorent leur potentiel. Bien sûr, le chemin entre la recherche en laboratoire et un médicament fini est long, il se compte en années, voire en décennies. Mais le simple fait qu'un animal qui vit dans la forêt derrière chez vous produise des substances susceptibles, un jour, d'aider des personnes souffrant de douleurs chroniques ou de troubles neurologiques, cela mérite qu'on s'y arrête. C'est un rappel que la biodiversité n'est pas un concept abstrait tiré des manuels d'écologie. C'est une valeur bien réelle, mesurable en molécules, en gènes et en médicaments potentiels. Les menaces actuelles, posons-nous maintenant la question à laquelle toute personne se promenant dans une forêt française devrait savoir répondre: comment se porte la salamandre en France aujourd'hui? Sa population augmente-t-elle ou décline-t-elle? La réponse n'est pas simple, car cela dépend de la région. Globalement, la salamandre tachetée reste une espèce relativement commune en France par rapport à d'autres amphibiens menacés, comme le triton crêté ou le sonneur à ventre jaune, qui sont dans une situation bien plus préoccupante. Mais cela ne signifie pas qu'elle n'a pas de problème. Les principales menaces qui pèsent sur elle sont la perte d'habitat, la fragmentation du paysage et le changement climatique. Quand une forêt est abattue, quand un ruisseau est busé ou recalibré, quand une zone humide est asséchée, la salamandre perd l'environnement dans lequel elle vit et se reproduit. Et parce qu'elle est fidèle à son territoire et n'a pas tendance à migrer sur de longues distances, elle ne peut tout simplement pas s'en aller ailleurs pour trouver une nouvelle forêt. Elle est liée à cet endroit précis, ce ruisseau précis, ce versant précis. Un autre problème, ce sont les routes. Les salamandres migrent sur de courtes distances, surtout au printemps et à l'automne quand elles se déplacent entre leurs abris estivaux et leurs sites d'hivernage, ou entre leurs habitats terrestres et les cours d'eau où elles déposent leurs larves. Si une route traverse leur trajet de migration, le risque d'écrasement massif est réel. Sur plusieurs sites en France, cela se produit effectivement. C'est pourquoi des associations comme la Ligue pour la protection des oiseaux, LPO, ou des groupes locaux d'herpétologie organisent, chaque année, des opérations de sauvetage des amphibiens lors des migrations de printemps. Construction de barrières temporaires, collecte manuelle des animaux sur la chaussée et transport de l'autre côté de la route.
Et puis il y a un problème relativement récent et particulièrement préoccupant, une infection fongique causée par le pathogène Batrachochytrium salamandrivorans, abrégé Bessal. Ce champignon chytride, apparenté au tristement célèbre Batrachochytrium dendrobatidis, qui décime les populations de grenouilles à travers le monde, s'attaque spécifiquement aux amphibiens urodèles, c'est-à-dire les tritons et les salamandres. Il a été identifié pour la première fois en Europe vers 2013, aux Pays-Bas et en Belgique, où il a provoqué un déclin catastrophique des populations de salamandres tachetées locales. Pour l'espèce en France, Bessal représente une menace potentiellement dévastatrice. Le champignon attaque la peau de l'amphibien, en perturbe la fonction et entraîne une mort rapide. Dans certaines populations néerlandaises et belges, il a causé un déclin de plus de 90% en quelques années seulement. En France, Bessal n'a pour l'instant pas été confirmé de façon généralisée, mais les spécialistes avertissent qu'il n'est qu'une question de temps avant qu'il n'arrive, probablement via le commerce d'amphibiens exotiques ou par migration naturelle depuis les foyers déjà touchés en Belgique voisine. Et c'est une perspective effrayante. Imaginez un pathogène capable d'anéantir 90% d'une population qui atteindrait des forêts où les salamandres vivent en petits groupes isolés. Elles n'ont nulle part où fuir, elles n'ont pas la variabilité génétique qui permettrait à certains individus de survivre. C'est comme une peste contre laquelle il n'existe aucune défense. Des institutions scientifiques françaises, dont le CNRS, le Muséum national d'histoire naturelle et plusieurs universités, alertent sur ce problème et préparent des programmes de surveillance. Mais la prévention est extrêmement difficile, car les spores fongiques se propagent par l'eau, le sol et le corps des animaux. L'une des raisons pour lesquelles il est si important de ne pas ramasser une salamandre n'est pas seulement de vous protéger vous-même, mais aussi de la protéger elle. Vos chaussures, vos mains, votre chien, tout cela constitue des vecteurs potentiels de pathogènes contre lesquels la salamandre n'a aucune défense. Le paradoxe de la salamandre, mais je ne veux pas rester uniquement sur des notes sombres et négatives, regardons aussi le bon côté des choses. Car malgré toutes ces menaces, la salamandre tachetée reste un exemple d'espèce qui survit toujours en France et qui, dans de nombreux endroits, se porte bien. Cela tient à une combinaison de protection légale, de résilience naturelle et au fait que son habitat, la forêt feuillue humide, reste présent sur de vastes surfaces du territoire français. Ces dernières années, la sensibilisation du public aux amphibiens et à leur protection augmente. Chaque année, au printemps, des bénévoles participent à des opérations de sauvetage en installant des barrières, en collectant les amphibiens sur les routes et en les transportant de l'autre côté. Ce travail simple, mais fastidieux, sauve chaque année des milliers de vies. Et c'est ce qui me touche le plus dans toute cette histoire de la salamandre tachetée. C'est un animal à la fois venimeux et vulnérable, qui porte sur lui des couleurs d'avertissement, mais qui a lui-même besoin de notre protection plus que jamais dans son histoire. La salamandre est venimeuse, mais pas dangereuse si on la traite avec respect. Elle est menacée, mais pas sans défense si on lui laisse son environnement naturel. Elle est aussi vieille que les dinosaures, mais elle fait face à des menaces qui n'ont que quelques décennies. Et c'est là tout le paradoxe. Un animal qui a survécu des millions d'années pourrait disparaître en quelques générations à cause d'une route qui traverse sa forêt, d'un champignon que nous avons introduit via le commerce d'animaux exotiques, ou d'un ruisseau que quelqu'un a busé parce qu'il gênait un chantier. Un animal dont le venin pourrait un jour aider à mettre au point de nouveaux médicaments pourrait disparaître avant même que nous ayons eu le temps de l'étudier. Et c'est pour cela qu'il est important d'en parler. C'est pour cela qu'il est important que vous sachiez ce qu'est réellement une salamandre. Pas pour que vous en ayez peur, mais pour que vous la respectiez. Pas pour que vous la détestiez, mais pour que vous compreniez pourquoi sa présence dans la forêt derrière chez vous est précieuse et rare. Chaque année, quand l'automne arrive et que vous sortez en forêt après la pluie, regardez où vous mettez les pieds. Et quand vous apercevrez cette petite créature noire et jaune avancer lentement sur le chemin mouillé, souvenez-vous de cette vidéo. Souvenez-vous que ce que vous voyez est l'un des animaux vivants les plus anciens d'Europe. Un animal à la peau venimeuse et au cœur d'une autre ère géologique. Un animal qui était là bien avant nous et qui sera là, espérons-le, longtemps après nous. Et si cette vidéo vous a intéressé, si vous avez appris quelque chose de nouveau, partagez-la avec quelqu'un qui va en forêt. Avec votre famille, vos amis, n'importe qui devrait savoir que cet animal sur le chemin n'est pas simplement une jolie décoration de la nature,
mais un organisme vivant avec une histoire extraordinaire et du poison dans la peau. C'était Jacques Prévost, c'était Monde Sauvage. On se retrouve dans la prochaine vidéo.